Alors, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, puis après, bah, on va se lancer. Hein. Alors, si on se met en tête de nous prouver à nous-mêmes, de tester que nous sommes capables d'écrire nous-mêmes des articles de Constitution, il y a quelques préalables qu'on peut faire relativement rapide, mais qui pourraient être un peu plus longs. Si vous renouvelez ça après, et que si ça vous plaît et que vous continuez, à mon avis, c'est là-dessus que je parie. Et si ça ne marche pas, c'est que c'est une mauvaise idée. Il y a de quoi sombrer à nouveau dans le pessimisme. Mais bon, si vous recommencez ensuite des ateliers constituants, à mon avis, les premières choses qu'il faudra faire pour contaminer les gens qui n'étaient pas là ce soir et il faut penser à rappeler ce qu'est une constitution, à quoi ça sert essentiellement. Parce que ça a plein de fonctions, une constitution, mais il y a une fonction qui, à mon avis, est essentielle et complètement négligée, méconnue par les gens, c'est qu'une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Dans les manuels de droit constitutionnel, ce qu'on voit, c'est qu'une constitution, ça sert à organiser les pouvoirs. Mais les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Les pouvoirs savent très bien s'organiser. L'idée géniale de la constitution que nous devrions connaître pour être capable d'imaginer, capable de comprendre que c'est très important pour nous politiquement, ce texte, et qu'il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Pour en arriver à ce stade-là, il faut qu'on ait bien compris qu'une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs pour nous protéger contre eux en cas de dérive. Que donc dans une constitution, il doit y avoir des mécanismes comme la séparation des pouvoirs, le fait que personne n'ait tous les pouvoirs. S'il a le contrôle de l'armée et de la police, s'il est l'exécutif, il ne faut pas qu'il puisse en même temps écrire le droit. Il peut appliquer le droit, mais ce n'est pas lui qui l'écrit. Ou l'Assemblée qui écrit le droit, elle peut voter les lois, mais elle ne peut pas les appliquer. Et elle ne peut pas les interpréter non plus au niveau de la justice. Et en séparant les pouvoirs, l'idée de Montesquieu, c'est de les affaiblir. Je ne développe pas, je vais insister sur le référendum, qui est vraiment quelque chose que nous devrions connaître, et comme ça on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, d'une part, on découvre en profondeur comment ça fonctionne un référendum d'initiative populaire, puis en plus on l'écrit. Mais bon, affaiblissement des pouvoirs, il faut compter sur la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, le fait d'obliger les élus à rendre des comptes en fin de mandat, la révocabilité à tout moment, le fait qu'on puisse les virer à tout moment, qu'ils puissent la rotation des charges, donc le fait qu'ils aient des mandats courts non renouvelables, donc la déprofessionnalisation de la politique, tout ça c'est des outils. Alors, on n'est pas obligé de les utiliser tous. Hein, on peut choisir, on va mettre beaucoup de contrôle des pouvoirs, mais des mandats plutôt longs et renouvelables. Mais comme on les contrôle bien, ça nous permet d'avoir des mandats longs et longs. On n'est pas obligé d'accumuler les affaiblissements. Hein. J'essaie de résumer à grands traits les grandes institutions qui nous serviraient à tenir les pouvoirs sous contrôle. Parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est que tout ce dont nous souffrons, c'est que nos représentants ne craignent rien de nous. Et c'est parce qu'on n'a pas écrit la Constitution. Si nous avions écrit une Constitution dans laquelle on avait pensé à ça en disant « Imaginez la situation d'aujourd'hui, posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour les arrêter, ces gens-là » Et vous avez les moyens, c'est vous qui allez avoir le crayon, la feuille de papier. Vous allez pouvoir écrire les règles qui permettent de garder le contrôle des élus quand vous estimez que ça ne va plus. Comment est-ce que nous, en tant que peuple, sachant qu'on est très nombreux, on est dispersés, on ne se parle pas, quelles sont les institutions qui vont nous permettre de faire société pour dire, attention, ces élus-là, ils déconnent, il faut soit les arrêter, donc abroger la loi qui vient de passer, ou bien il faut les révoquer, ou bien... Alors, dans les institutions centrales qui permettent de contrôler les pouvoirs, qui permettent au peuple de garder la main, il y a le référendum d'initiative populaire. Faites attention, ça n'a rien à voir avec le référendum. En tout cas, c'est un référendum, mais
Ce n'est pas un détail de dire d'initiative populaire, c'est absolument décisif. Celui qui a l'initiative a une partie décisive du pouvoir. Quand c'est le prince qui a l'initiative, comme dans la Constitution de la Ve République, quand c'est le président de la République, bon, le prince, je dis le prince au sens large, je crois que dans certains pays ça s'appelle le président, dans d'autres ça s'appelle le président du conseil, ou disons le prince, c'est-à-dire le président, le chef de l'exécutif. Quand c'est le prince qui a l'initiative du référendum, évidemment il ne va pas poser des questions gênantes. Il va poser que des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui. Et il va en faire ce qui s'appelle un plébiscite, c'est-à-dire une ovation qui lui permet ensuite de s'appuyer sur une légitimité qui lui permet de faire régresser toutes les libertés qui le gênaient. Donc c'est vrai que c'est très dangereux. Le référendum à l'initiative du prince est effectivement césariste, on dit. Il est un outil pour César, il est un outil pour un exécutif pour devenir un tyran. C'est pour ça que les gens de gauche ont peur du référendum, parce que le référendum à l'initiative du prince est effectivement très dangereux pour le peuple. Quelqu'un comme Napoléon III a abusé du référendum comme d'un plébiscite lui permettant de balayer beaucoup de liberté. Mais c'est une erreur gravissime d'assimiler tous les référendums au référendum à l'initiative du prince. Le référendum d'initiative populaire n'a rien à voir. Rien à voir. Nous n'avons rien à craindre du référendum d'initiative populaire en termes d'émancipation, enfin, d'autonomisation de l'exécutif. L'exécutif ne peut précisément pas s'autonomiser quand c'est nous qui gardons l'initiative. Et donc, la gauche devrait... Alors, c'est fou, moi, des gens que j'aime... Ouais, non. J'ai dit, par exemple. Si, c'est un peu une conférence, c'est un peu un exposé sur quelles sont les modalités qui nous intéressent. Alors, si je vous ai préparé une feuille de papier sur laquelle il y a donc elle s'appelle référendum d'initiative populaire, où il y a les 4 articles du Venezuela, les quelques articles en Suisse. De l'autre côté, il y a l'Italie qui est très courte. Alors ça m'intéresse. Peut-être que c'est celui-là qu'on prendra comme exemple parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Il y a la France, qui est une escroquerie, et l'Union européenne, qui est une autre escroquerie. Alors, ce que je vais faire, c'est très rapidement, c'est insister sur l'escroquerie pour que vous voyez que si c'est pas nous qui l'écrivons, voilà comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je suis sur la 2e page, donc Constitution pour la France, c'est la colonne du milieu, vous voyez où je suis. En France, dans notre Constitution, c'est l'article 11 qui traite du référendum. De Gaulle avait commencé par prévoir le référendum à sa propre initiative. Donc ça, c'est césariste. Ça permettait à De Gaulle de poser les questions qui l'intéressaient et pas les questions qui le gênaient. Et Sarkozy, donc l'avant-dernier président, a mis en place dans la Constitution un référendum d'initiative citoyenne. Vous allez me dire, mais alors choix, n'importe quoi, tu vois, les élus sont capables, les hommes au pouvoir sont capables d'écrire des institutions qui nous permettent de nous protéger contre eux, donc ta théorie ne vaut rien. Eh bien, regardez, on va le lire ensemble. On va lire ensemble, c'est 2-3 lignes, hein, c'est au milieu. Il y a 2-3 lignes nouvelles qui sont un référendum d'initiative populaire écrit par des professionnels de la politique. C'est là où c'est souligné. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa, donc c'est les mêmes objets que le référendum césariste gaulliste, peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. Alors ça, c'est un référendum où je suis un abruti, mais c'est un référendum d'initiative parlementaire, ça. Hein. Et bien c'est ça qu'ils appellent référendum. Ils nous prennent vraiment pour des billes, et on met des billes si on accepte d'appeler ça un référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce qui leur a permis de faire cette escroquerie? Ils ont mis ensuite soutenu par un dixième. Mais soutenu par un dixième, c'est pas nous qui avons l'initiative. Bon sang, bonsoir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compliqué d'écrire une constitution? Alors c'est sûr que s'il faut écrire une constitution avec autant d'hypocrisie et de chafouinerie et de mauvaise foi et de mots planqués, des mots à double sens, alambiqués, alors ça c'est un vrai métier, c'est vrai. Ça c'est vrai qu'il faut des professionnels. Mais pour écrire les choses simples en disant le peuple a l'initiative du référendum pour révoquer ses mandats, ça vous allez voir c'est super simple, c'est ça qu'on va voir ce soir. Quand vous allez écrire, il faut que vous pensiez à la force contraignante. Et quand on prévoit une règle, il faut prévoir les sanctions.
Donc il faut que vous pensiez à et comment on va faire pour éviter qu'il ne nous gruge en court-circuitant. Alors, je vais vous dire deux mots du référendum. On ne va pas lire les articles sur le Venezuela, je vais juste vous rendre sensible deux choses importantes. Que vous allez avoir ensuite à réfléchir pour savoir comment vous écrivez, vous, les articles. Au Venezuela, il n'y a pas un référendum d'initiative populaire, il y en a 4. Alors ça, peut-être, vous pouvez noter sur une feuille de papier. Il y a référendum d'initiative citoyenne, ça s'écrit RIC, il n'y a pas besoin de réécrire ça, vous écrivez juste RIC. Il y a un RIC législatif, c'est-à-dire qui nous permet, à nous, le peuple, donc ça veut dire des gens qui ne sont pas ceux qui exercent le pouvoir, c'est n'importe qui nous permettent de proposer une loi, sous-entendu que nos parlementaires ne veulent pas, mais nous pouvons la soumettre au référendum. Nous pouvons dire, et nous voudrions proposer cette loi, qu'est-ce que vous en pensez, vous les autres? Donc une petite partie du peuple ne va pas décider de la loi, mais va décider de nous interroger, nous tous, sur la loi. Et nous tous, nous allons dire, cette loi-là, on la veut ou on la veut pas. C'est-à-dire que c'est un peu de démocratie directe que nous pouvons, sur une loi, déclencher de notre propre initiative, sans que le gouvernement puisse s'y opposer, sans que les parlementaires puissent s'y opposer. Ça s'appelle RIC législatif. Nous pouvons écrire une loi. Deuxième référendum. Référendum abrogatoire. C'est-à-dire que quand on vient de se faire imposer une loi que nous jugeons scélérate, une petite fraction des citoyens peuvent appeler les autres en disant mais qu'est-ce que vous en pensez quand même, c'est quand même pas charrié ça, et est-ce que vous êtes d'accord si le peuple, alors c'est pas la petite fraction qui décide, c'est quand tout le peuple décide que ah ben non, il n'en est pas question, la loi est abrogée. Donc nous avons le droit, ça nous donne le droit, la possibilité de résister. Alors je vous laisse ensuite imaginer tous les cas dans lesquels vous avez eu l'impression d'être floué par vos propres représentants et où nous pourrions reprendre la main alors que nous ne l'appelons pas pour l'instant. Troisième RIC. Le RIC révocatoire. Quand on considère que quelqu'un nous a trahis, par exemple, hypothèse surréaliste, j'exagère pour forcer le trait, mais pourquoi pas? Imaginez qu'un ministre du budget chargé du contrôle de la fraude fiscale se mette à lui-même faire de la fraude fiscale. Par exemple, imaginez un truc aberrant, mais dans ce cas aberrant, si, j'imagine, si les mécanismes juridictionnels permettent à des procureurs de la République corrompus aux ordres des... corrompus, c'est-à-dire pas corrompus, mais aux ordres de l'exécutif, ont le pouvoir de décréter un non-lieu, de décider d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de juger. Si on s'aperçoit que ce gredin, mais c'est une hypothèse, hein, que ce gredin est en train de passer à travers les mailles du filet de la justice, nous pourrions, dans ce cas odieux, hypothétique mais possible quand même, nous pourrions le révoquer de notre propre initiative. C'est-à-dire qu'une petite poignée pourrait dire, mais ce gars-là, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de le virer? Et si le peuple décidait de le virer, eh bien, personne ne pourrait se mettre en travers, ni le Parlement, ni les juges, ni le... C'est ça le référendum d'initiative populaire. Et le dernier référendum d'initiative populaire, c'est le référendum constituant. C'est-à-dire que si nous estimons, nous avons écrit notre constitution, nous avons mis le référendum dedans, nous avons mis d'autres règles. Et à l'expérience, nous nous apercevons que il y a un truc là qui marche pas bien, on a mis le seuil trop haut, notre réglage, on s'est un peu planté. On a mis par exemple, au Venezuela, ils ont mis le seuil de déclenchement à 20%. C'est-à-dire qu'il faut être 20% de la population pour déclencher le référendum d'initiative citoyenne. Et 20%, c'est monstrueux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il faut obtenir une mobilisation, ça existait, hein, ils ont obtenu au Venezuela. Au Venezuela, le référendum révocatoire a été déclenché parce qu'il y a une très forte opposition dans ce pays, où soi-disant c'est un tyran. Il y a une terrible opposition, presque tous les médias sont privés et d'opposition, appellent souvent au meurtre de Chavez. Et dans ce pays donc de tyrans, ils ont réussi à mobiliser 20% des gens. Mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Le référendum, pour qu'il soit pratique, il faut praticable et réel, qu'il ne soit pas une fiction, une escroquerie, il faut que ce soit 1% de la population, ou 1,5% de la population, ou 100 000 personnes, vous voyez. À mon avis, ça pourrait même être, donc dans les exemples que vous allez voir, c'est 100 000, 200 000. Mais ça pourrait être une personne. Et vous allez me dire, évidemment, c'est normal, vous allez me dire, attends, une personne, si chacun peut dire, et je voudrais interroger le peuple sur telle question, et je voudrais interroger ça, vous allez avoir plein de gens qui vont avoir plein d'idées de questions à poser, et vous allez avoir un tsunami de questions qui vont
tuer le référendum parce que trop de questions nous empêchent d'y répondre. Effectivement. Et donc, si on décide de permettre à chacun, parce qu'on est conscient que chacun peut avoir une idée géniale, et on ne veut pas brider cette idée géniale, et par contre, chacun n'a pas le charisme nécessaire pour recueillir 100 000 personnes. Pour qu'une personne seule puisse être à l'origine d'une question posée au peuple, on pourrait imaginer une chambre du référendum tirée au sort, ça pourrait être 200 ou 300 personnes tirées au sort, sur des mandats très courts, peu importe, dont le boulot serait pendant une semaine par exemple, ils accepteraient pendant une semaine, ils acceptent pendant 15 jours d'examiner les initiatives individuelles. Et à ce moment-là, cette chambre tirée au sort, elle recevrait les initiatives individuelles, et c'est elle qui ferait comme une espèce de filtre. Alors, il n'y aurait pas ce filtre pour les initiatives collectives. Quand nous sommes 100 000 à poser une question, il n'y a pas de chambre du référendum qui peut nous court-circuiter. Mais pour trouver une espèce de moyen terme praticable, il y aurait cette chambre qui écouterait pendant une demi-heure ce gars qui a une idée géniale, soi-disant, et puis au bout d'une demi-heure, on se consulte, nous 200 personnes qui avons écouté cette personne, on dit c'est intéressant ce truc-là, mais il n'a pas tout dit, on peut lui poser, on lui donne encore une demi-heure, on lui pose des questions, c'est-à-dire que la chambre reste souveraine pour donner la parole aux gens, et puis ensuite statuer en disant oui, c'est une question intéressante, nous décidons en votant qu'il faut la présenter à la fête du référendum, puisqu'il y aurait deux jours par an la fête du référendum où nous voterions toutes les questions. Ça, c'est dans ce que... C'est une idée qu'on vous trouverez pas dans les constitutions. Ouais, donc c'est quelque chose que vous allez discuter entre vous, vous allez voir pour savoir, et vous allez voir que vous percutez très vite, vous trouvez des idées, des modalités auxquelles on n'a pas encore pensé sur qui va être capable de voter, est-ce qu'on va prendre les étrangers ou pas, et à partir de quel seuil, et non, une personne c'est trop peu, vous allez décider qu'il y en a trop, et les arguments que vous allez utiliser, quand on va les mettre en commun, vous allez voir que c'est pétillant. D'accord, en fait ce que tu nous dis, c'est qu'on a peut-être déjà travaillé sur ce sujet, on est déjà sur le site, sur le site internet. Oui, il y a déjà des fils de forum sur des fils de forum, donc là c'est plein d'idées qui ont déjà été émises. Alors comment on fait là ?